Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc nous sommes toujours en mois d'octobre. On parle toujours de nutrition et aujourd'hui on a la chance de recevoir Julie Pradine. Salut les filles. Est-ce que tu veux te présenter, Julie ? Alors moi c'est Julie Pradine, je suis naturopathe, conférencière, formatrice, autrice de livres. J'essaie d'accompagner au maximum durant mes consultations que je réalise en visio mes consultants pour les apporter au mieux dans la santé globale avec plein de petites astuces, alimentation, hydratation, hygiène de vie, mouvement. J'ai la chance de pouvoir travailler avec pas mal de médecins aussi et ça c'est chouette parce que du coup c'est vraiment quelque chose que je peux proposer aussi à mes consultations, de d'abord passer vers un médecin fonctionnel avant de venir me voir pour établir une hygiène de vie, parce qu'on sait très bien que quand on va chez le médecin, on a quand même des symptômes. Et c'est vrai que moi, en complément, pour moi, la naturopathie, c'est pas forcément, j'aime pas tout ce qui est médecine parallèle, on n'est pas du tout alternative de rien du tout, en fait. On est vraiment médecine complémentaire. Donc, la naturopathie, c'est bien en complément quand on a besoin, quand on a des vraies pathologies, etc. Je pense que ça peut être une vraie force d'avoir une hygiène de vie globale, parce qu'en fait, c'est pas en prenant juste des médicaments qu'on va avoir la santé d'un coup qui va se renouveler toute seule. Donc, c'est parce que mode de vie qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, c'est pour ça que la naturopathie, c'est bien. On est une médecine préventive avant tout, mais hyper complémentaire avec tout ce qui existe dans la médecine sans aucun problème. Mais on ne substitue en rien la médecine allopathique, quoi. Donc, la naturopathie, ça fait partie des 3 médecines qui existent traditionnelles. Donc, il y a la médecine chinoise, dont je suis formée au Vietnam, la médecine ayurvédique, dont je me suis formée aussi en Inde durant mes voyages, et la naturopathie. Donc, j'essaie d'utiliser ces cordes à mon arc pour accompagner au mieux mes consultations. Et puis, sur les réseaux sociaux, j'ai une petite communauté sympa où j'essaie de vulgariser le plus possible. Pareil, montrer que la naturopathie, c'est cool, c'est fun, on se fait plaisir, on peut très bien manger une petite raclette le samedi soir avec les copains. Et en fait, le lendemain, je donne les clés justement pour vaincre la gueule de bois ou le trop plein de fromage. Et en fait, on va bouger, on va se prendre un bon petit déj protéiné, on va aller marcher, on va bien boire, on va s'hydrater. On n'est pas là pour être dans la frustration, dans la restriction. C'est non, en fait, parce qu'en plus, on va parler du microbiote tout à l'heure, donc on va parler vraiment de l'axe cerveau-intestin, intestin-cerveau. Donc la frustration, c'est non, en fait, parce que ça va jouer sur nos émotions, et les émotions, ça va jouer sur notre digestion. Donc, du coup, voilà. Super. Et du coup, tu mixes ces 3 casquettes, entre guillemets, enfin ces 3 médecines ? Ouais. Alors, je le dis pas forcément. D'accord. Du coup, pour Sinon, mes on savait pas, tu consultations, vois. Donc... mes consultations, ils savent pas forcément, mais du coup, quand ils ont, moi, j'envoie un questionnaire en amont pour préparer bien mes consultations. Je prends une bulle pendant 1 heure, 1 heure et demie pour préparer chacune de mes consultations pour qu'elles soient uniques. Après les consultations, ça dure entre 1 heure et demie, 1 heure 45, mais j'ai déjà fait un travail de 1 heure, donc je connais quand même un petit peu plus la personne pour les questions. Ça crée quand même, je connais un petit peu le parcours, etc. Et ce bilan-là, il dure, le questionnaire dure entre 15 et 20 minutes parce que je m'appuie sur tout ce que j'ai appris en Ayurveda en Inde, tout ce que j'ai appris en médecine chinoise et tout ce que j'ai appris en naturopathie. Donc c'est un peu ma signature. C'est pas c'est que pas un bilan vitalité de naturopathie, c'est vraiment très très global, parce que vu que j'ai beaucoup de consultations qui sont à l'étranger, je m'adapte aussi à ma patientèle. J'ai beaucoup de gens qui habitent en Asie, d'expats. Donc là, en médecine chinoise, ça peut être cool parce que c'est plus simple pour trouver des compléments alimentaires. Il y en a beaucoup qui vivent à Los Angeles ou à l'étranger. Là, ça va être plus naturopathie parce qu'il y a des complexes de micronutrition qu'on va plus facilement trouver. Donc en fait, j'arrive à m'adapter parce que grâce au voyage, je sais ce qu'on peut trouver aussi. Donc ça, pareil, je garde toujours les WhatsApp de toutes mes consultations. Donc j'ai 1600 consultations sur WhatsApp et qui m'envoie les photos. Est-ce que tu penses que c'est bon? Il faut traduire en anglais, il faut regarder un petit peu ce qu'il y a, etc. Mais en fait, chaque consultation se ressemble sans se ressembler parce que, on va voir que le lien du microbiote, 90%, 95% de mes consultations ont toujours un lien avec le microbiote, que ce soit hormonal, émotionnel, digestif, thyroïde, etc. Mais c'est vrai qu'au moins on peut voyager en restant chez soi et je peux voir un petit peu ce qu'il y a. Et en vrai, la naturopathie, on peut vraiment l'exercer ou le vivre n'importe où dans le monde. On peut carrément s'adapter, quoi. C'est marrant parce que ça t'anime énormément, t'es quand même passionnée de ça. C'est génial. Et d'où ça t'est venu, cette passion, justement, cette flamme, on va l'appeler comme ça, on ose aujourd'hui. Ouais, non, sacrée flamme,
Le classique, hein, le choc émotionnel il y a 12 ans que j'ai subi m'a offert ce syndrome de l'intestin irritable sur un plateau d'argent où j'ai dû apprendre à dompter ma pathologie et je comprenais pas grand-chose et fais-toi, j'ai eu une errance médicale classique, tu fais des gastro, tu vas à l'hôpital, tu fais des urgences, je faisais des œdèmes, je savais plus quoi manger, j'ai arrêté certains aliments, j'avais toujours plein de symptômes, des eczémas, j'ai les yeux gonflés, bref, c'était horrible. Donc du coup, dans l'allopathie, à chaque fois, on me disait, c'est le stress, restez chez vous, détendez-vous. Oui, alors déjà que je suis pas forcément en forme, vu que choc émotionnel. Si on me dit de pas stresser, être à la maison, je sais pas si c'est trop la réponse que je cherchais. Donc les voyages sont arrivés et j'ai eu l'opportunité de partir en Inde quelque temps pour apprendre d'abord moi-même à me guérir. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop génial ça, il faut que je ramène ça. Je vais apprendre le maximum. Donc je suis passée de patient à étudiant. Donc j'ai étudié là-bas, je suis partie directement en clinique avec des médecins ayurvédiques et c'est là où j'ai découvert, donc il y a 8 ans maintenant, la médecine maintenant qu'on appelle la médecine fonctionnelle, la médecine intégrative, où on intègre d'autres professions avec le médecin. Donc il y a le centre par exemple Ressources Aix-en-Provence du docteur Jean-Loup Mousset qui est spécialiste dans l'oncologie intégrative, qui a un centre avec des esthéticiens, des diététiciens, lui qui est onco, etc., des psychologues. Donc vraiment, la médecine intégrative, en fait, elle existe depuis des années à l'étranger. C'est-à-dire que le français découvre que, ah oui, on peut peut-être faire un travail ensemble parce que tout est lié. Donc moi, quand j'ai découvert la médecine intégrative là-bas avec le médecin ayurvédique collé au médecin allopathe en mode qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ok, on va travailler sur ça. Toi, tu prends quoi? Tu fais des massages, le mouvement yoga. Nous, on va mettre tel traitement, etc. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on ramène en France. Donc quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais en fait, il faut. Moi, dans mon rêve ultime, c'était de pratiquer la médecine complémentaire et de trouver vraiment mon binôme santé que j'ai la chance de pouvoir avoir dans ma vie, Claire Bérardi, qui est vraiment mon binôme numéro 1. J'ai plein d'autres médecins avec qui je travaille, le docteur Franck Gigot, le docteur Vincent Renaud, des personnes qui sont très très qualifiées dans le domaine de la médecine fonctionnelle. Mais c'est vrai que Claire, ça a été un peu mon éveil de me dire en fait j'ai tellement visualisé, mais en fait elle est là. Elle est là, ma sœur, ma sister en binôme parce elle est médecin généraliste. Médecine fonctionnelle. Donc du coup, quand j'ai appris l'Ayurveda, en fait, je me suis dit, ok, médecine chinoise, elle va m'aider aussi. Je suis partie au Vietnam et au Vietnam, je me suis formée à la médecine chinoise. En parallèle, je me suis formée à la naturopathie et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, là j'ai tout le background. Je visualise, j'ai essayé de faire un petit compte Instagram. Je me suis dit, bon, moi, j'habite à Avignon, je reviens avec mon background, j'ai trop envie maintenant que j'ai les clés pour aller mieux, etc. Je vais pouvoir accompagner un petit peu autour de moi. Et en fait, le virus est arrivé, le Covid était là, donc on s'est retrouvés tous chez nous. Et en fait, je me suis dit, en fait, je vais encore plus partager sur mon réseau social de comment éviter de tomber malade, marcher, manger, la prévention, etc. Et en fait, c'est là où Instagram, les gens étaient sur les réseaux sociaux, les gens avaient envie de prendre soin d'eux, et c'est là où, en fait, c'était pas du tout calculé, mon Instagram. Moi, là-bas, c'était pour avoir des clients à Avignon, des bouches à oreille, des mamans de mes cops, vraiment autour. C'était vraiment pas du tout dans la démarche de toucher un grand public. Et en fait, maintenant, on se retrouve j'ai l'impression qu'on connaît beaucoup plus la naturopathie qu'en 2018, parce que quand on disait naturopathe, on dit quoi? Comment ça, naturiste? Comment ça, vous allez sur les plages? Oui, non, c'est naturopathe. Je reste habillée. Ouais, je reste habillée, parce que j'en ai eu. Vous êtes des druides, c'est ça, vous ramassez le thé dans les forêts? Voilà, en quelque sorte, si vous voulez. Donc là, ça y est, je pense qu'on a un peu plus cerné la naturopathie. Donc, d'un côté, c'est cool. Je suis contente de faire partie de l'équipe à vouloir faire bien connaître la naturopathie, de déterminer les limites, de savoir comment on exerce la naturopathie sans empiéter la médecine allopathique qu'il y a d'aujourd'hui, parce qu'en fait, en rien, nous, on est éducateur santé, point barre. On n'a pas à se substituer à un médecin en quoi que ce soit. Donc, j'aime bien le rappeler et montrer, voilà, c'est par des choses simples et ludiques, alimentation, les petites choses, etc., qu'on peut entretenir sa santé en complément, mais toujours, voilà, on reste dans sa position et c'est chouette, quoi. Génial. Donc, du coup, tu sors
Un livre? C'est un livre ou c'est un peu plus Ouais. spécial qu'un livre? L'Almanach Ouais. 365 jours en pleine santé. Donc ça, c'est un beau livre de chez Tana Éditions. J'en suis très fière. Vraiment, celui-là, il est très, très beau. C'est quelque chose où on m'a toujours réclamé un agenda, quelque chose de suivre un fil conducteur pour s'accompagner dans le mieux-être, etc. Donc là, 365 jours, vous avez un conseil par jour, au fil des saisons, en fonction des mois, bien sûr, parce que vous avez la saisonnalité qui est importante. On est des mammifères, hein, on doit vivre. Pourquoi on hiberne plus l'hiver? Pourquoi on va manger plus gras à l'hiver? Pourquoi l'été, on n'a pas envie d'une raclette en plein soleil? Parce qu'on est des mammifères on doit vivre selon les saisons. On a des besoins qui sont propres à chacun, mais on reste des êtres humains, donc on a des besoins primordiaux, donc c'est super important. Et donc, dans cet almanach, hop, petit conseil par jour, facile à faire, toujours vulgarisé, des petites recettes, des conseils, et toujours en fonction des mois. Donc, par exemple, on va parler de la détox en avril, on va parler de l'immunité au début de l'hiver. Là, on est en plein dedans, en fait. On est en plein dedans. On vient de changer d'heure. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner, là, de qu'est-ce qu'on doit faire? Et puis, on est presque au mois de novembre. C'est quoi les petits conseils? Déjà, travailler sur sa santé mentale parce qu'on va avoir moins de soleil. Le soleil, on sait, c'est la vitamine D qui est naturelle, qui est la mieux synthétisée par le corps. C'est vraiment le soleil. On va être tous en mode, on sort pour aller travailler, il fait nuit, on rentre, il fait nuit. Donc, il faut vraiment songer à prendre soin de sa santé mentale parce que la vitamine D a un vrai rôle à jouer sur la santé du cerveau et on le sait, axe cerveau-intestin, intestin-cerveau. Quand on se sent pas bien, on a l'immunité dans les chaussettes. Donc, on peut prendre toutes les vitamines qu'on veut pour booster son système immunitaire. Ça ne s'occupe pas de sa santé mentale. Franchement, ça sert pas à grand chose. Donc déjà, de vraiment avoir des notions de, OK, en hiver, on est plus fragile, on a moins de soleil, il y a plus de virus l'hiver, c'est prouvé. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et c'est là où qu'est-ce qu'on va mettre en place? C'est prendre soin de soi par l'alimentation, toujours songer à manger de saison. Les tomates en hiver, stop, on n'en peut plus. Et surtout qu'en plus, il n'y aura pas les vitamines escomptées parce que, comme nous, les légumes et les fruits ont besoin de soleil, d'eau, d'engrais, de leur saison pour être au top de leur forme. Donc, une tomate en hiver, elle a l'écharpe, elle a le bonnet, elle n'est pas en forme pour bien nous nourrir. Donc, vraiment profiter du calendrier pour manger de saison. Pensez à bien manger des protéines, parce que c'est vrai que souvent on mange des petits potages le soir, on fait des jeûnes intermittents, on saute des repas, on mange sur le pouce. Le rôle des protéines, moi c'est un peu mon cheval de bataille avec le microbiote, parce que les protéines c'est vraiment la base de nos hormones en fait. Les hormones, ça fait partie du système endocrinien. Notre corps est régi. Moi j'adore dire, et comme j'ai appris par mes confrères médecins que j'adore, une symphonie hormonale. Cette symphonie hormonale, c'est que vous avez des hormones qui vont communiquer entre les organes et c'est comme des petits instruments de musique, des groupes d'instruments de musique. S'il y en a un qui souffle moins bien dans le clairon, ça va se sentir dans la musique. Donc si vous êtes fatigué, vous allez avoir votre dopamine qui va être en bas, votre stress qui va être en haut, l'insuline avec le pancréas, vous allez manger plus sucré parce que alimentation émotionnelle, ça va augmenter l'insuline qui va augmenter votre stress, qui va baisser la dopamine. Quand votre cerveau il est pas là, les hormones sexuelles elles sont en bas. On sait très bien que quand une femme a un très bon système hormonal, on se sent belle, on se sent bien, on a envie de bouger, on a envie de mettre du rouge à lèvres, de se faire belle, etc. Le système endocrinien, il apprend dans sa globalité. Donc, manger des protéines, 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour, c'est le minimum du minimum. Après, on est sur une alimentation qui, de base, si on devrait mettre une astuce, allez, pour démarrer l'hiver, c'est petit-déj salé le matin. Pourquoi? Parce que si on démarre avec du sucre de bon matin, ça va jouer sur l'insuline. On n'oublie pas le système endocrinien, la symphonie hormonale. Si direct, on tape dans notre insuline qui va sécréter un peu plus de sucre dans notre sang, qui va accélérer le rythme cardiaque, qui va augmenter le stress, de bon matin, effet boule de neige, on n'est pas bien. On rappelle que l'immunité, ça joue de la santé mentale et de notre microbiote. Si déjà on a des petits gestes de petit-déj protéiné de bon matin avec du bon gras, arrêtez de diaboliser le gras. Arrêtez de dire que le gras, ça fait grossir. Stop. Le cholestérol, c'est le précurseur des hormones sexuelles. Tu coupes le gras, tu coupes tes hormones sexuelles. Donc, problème de libido, problème érectile chez l'homme, fertilité chez la femme, SOPK, etc., etc., etc. Donc, il faut arrêter de croire des trucs, des mythes. On sait très bien que maintenant,
Les maladies de civilisation, ça part de quoi? Ça part de la consommation de sucre, où notre alimentation, en fait, elle est ultra transformée avec que des sucres partout, les burgers, c'est sucré. Les pizzas, c'est sucré, parce que tout a un indice glycémique haut. Et c'est quand on consomme trop de sucre qui va se transformer en gras qui va poser problème. Mais pas le gras tout court. Donc c'est pour ça que vraiment repartir, casser ces croyances-là, arrêter de diaboliser la raclette le samedi, le gras ça fait grossir, le sucre dès que j'ai une petite fringale, etc. Il faut comprendre aussi cette alimentation-là de pourquoi j'ai envie de sucre à ce moment-là, de retourner à on est des mammifères. Donc pourquoi quand on a un coup de barre, pourquoi on a envie de sucre? Parce que le sucre, c'est l'énergie. Donc, si on est tout le temps fatigué, on va tout le temps manger sucré. Et du coup, hop, on n'oublie pas système endocrinien. Donc, vraiment, pour travailler sur l'immunité, c'est bien manger, continuer à s'hydrater, même si on n'a pas forcément soif. Le corps est fait 3/4 d'eau, en fait. Donc, il faut boire. Donc, même si votre corps vous envoie pas l'envie de boire de l'eau, faut boire. Parce que même si vous avez un petit peu la pâteuse, vous envoyez pas l'eau, hop, il va vous envoyer l'alimentation, parce qu'il sait que dans l'alimentation, il y a l'eau. Donc, je comprends pas, j'ai tout le temps des fringages, je suis toujours en train de manger. Oh, mais en fait, t'as juste peut-être envie de boire, en fait. Donc ça, c'est hyper important pour l'immunité. Mouvement, bouger, s'étirer, le corps est fait pour bouger. Moins on bouge, plus on va être fatigué, parce que le corps s'habitue à pas bouger. On n'est pas fait pour pas bouger. Donc vraiment, s'étirer, pas besoin d'aller faire des cardio-hits, des prépas, crossfit, en plus finir. Vraiment, on marche, on s'étire, on bouge. Et après, quand on a cette base des piliers de la naturopathie, alimentation, hydratation, mouvement, hygiène de vie, là, on peut s'intéresser à point bonus, alimentation spéciale microbiote, comment on va réensemencer le microbiote avec des probiotiques qui sont des bactéries vivantes qu'on va retrouver dans la lactofermentation, plus prébiotiques qui sont les aliments préférés des bonnes bactéries intestinales. Fruits, légumes, tubercules, céréales, légumineuses. Mais comme on dit, étape par étape pour pas, qu'est-ce qu'on fait pour l'immunité, il y a trop d'informations. Et à partir de là, ok, on chouchoute son microbiote par l'alimentation, et après on a la micronutrition, avec les vitamines où on peut se supplémenter, mais en fait on peut se supplémenter de ce qu'on veut. Si on n'a pas les piliers, où on fait un petit peu attention à l'assiette, on bouge un petit peu, on passe à bien s'hydrater, il n'y a rien de magique en fait. Il n'y a pas de pilule magique. Bien sûr. Il n'y a rien. Et puis surtout que si on n'a pas l'intestin qui est capable d'assimiler les nutriments, parce que c'est pas parce qu'on mange, je sais pas moi, une salade multicolores qu'on va récupérer toutes les vitamines multicolores. Parce que si l'intestin, axe cerveau-intestin, intestin-cerveau, mentalement, il se passe des choses, vous travaillez pas forcément sur votre état de stress, etc., problèmes digestifs, constipation, diarrhée, ballonnement, flatulence, etc., etc. Si vous prenez pas soin, un intestin malade n'assimile rien. Donc c'est pas parce que vous mangez coloré avec des vitamines ou même en gélule, parce que on peut avoir une alimentation ultra transformée en pensant qu'en se rajoutant des complexes multivitamines on va aller bien. Non, le corps est constitué de jonctions. Donc si on étale l'intestin, les jonctions, c'est comme un accordéon. Cet accordéon-là, s'il n'est pas soudé, il y a des petites voies de sortie qui se font et quand les aliments vont passer dans l'intestin, en fait, il y a des voies de sortie, ils chutent. Donc, ils sont pas assimilés par les villosités. Les villosités, ce sont comme des petits cheveux qui sont collés aux jonctions, donc l'accordéon de l'intestin, qui, eux, aspirent. Ils sont là, ils sont des milliers à aspirer. Sauf que s'ils sont pas dans la capacité à bien aspirer parce que le microbiote, c'est le deuxième cerveau du corps, vous pouvez manger ce que vous voulez, prendre les compléments alimentaires que vous voulez, vous perdez votre argent pour rien. Ça ne sert à rien. Donc, il faut partir de la base de, comme on dit depuis tout à l'heure, santé mentale, qui est en lien avec le microbiote. Et après, je travaille sur l'alimentation, hydratation, mouvement, alimentation microbiotique et les compléments après, quand je suis arrivée à mettre un petit peu tout ça en place. Et est-ce que tu peux bien définir qu'est-ce que le microbiote pour les gens qu'on entend de plus en plus parler? Donc, tu as des gens qui connaissent plus ou moins. Alors, le microbiote, microbiote, on en a partout. Hein. On en a la salive, la bouche, l'estomac, l'intestin, la peau est un microbiote, le vagin est un microbiote. Tout le monde, on est constitué de microbiotes partout. La star des microbiotes, c'est la fameuse flore, microbiote intestinal, flore, ou aussi appelée flore intestinale. Le microbiote, c'est un microcosme vivant. Donc, c'est une empreinte propre à chacun. C'est comme quand on prend l'empreinte des doigts. Votre microbiote, il est unique. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez votre vécu,
votre expérience, votre alimentation, votre gestion émotionnelle, ce que vous prenez, tout rend votre microbiote unique. Ce microbiote, il est constitué donc d'un microcosme vivant, peuplé de mauvaises bactéries, mais aussi de bonnes bactéries, de champignons et de levures. Ce microcosme vivant, c'est comme, je compare toujours à Game of Thrones, un château fort, où il va y avoir des jardiniers, des soldats, des petits travailleurs qui vont entretenir votre village. C'est un château fort, village, qu'on doit entretenir au quotidien. Au quotidien, on va trouver des bonnes bactéries partout. C'est-à-dire que votre système immunitaire, il est régi de 3/4 du microbiote. Donc plus on a un microbiote pauvre parce qu'on ne l'entretient pas, on prend des médicaments, par exemple des antibiotiques, on ne réensème pas la flore, on mange ultra transformé, on ne soutient pas axe cerveau, intestin cerveau, on ne soutient pas tout ça, microbiote appauvri, le système immunitaire, il peut pas en plus vaincre et avoir de bons soldats en bonne santé pour pouvoir vous défendre. Donc c'est pour ça qu'on part du principe que pour travailler sur ce système immunitaire, si on ne travaille pas sur le microbiote, ça sert à rien. Et du coup, axe cerveau-intestin, intestin-cerveau, le microbiote, la flore intestinale est reliée par le nerf vague à notre cerveau. Donc il y a quand même 70% des messages qui partent de bas en haut, intestin-cerveau, et 30% du cerveau à l'intestin. Donc on appelle l'intestin le deuxième cerveau, mais c'est quand même plus de messages qui partent de l'intestin au cerveau. Ça laisse poser un petit peu des questions. Peut-être le premier, en fait. C'est peut-être le premier. Pour ma part, en tout cas, vu que tout est régi, on dit, on a la peur au ventre, selon ce qu'on vit, c'est vrai qu'on va s'accompagner, on a des décès, etc., on s'accompagne avec des thérapies psychologiques, etc. En fait, on s'entretient pas l'intestin, c'est dommage. Ça va en binôme, en fait. Notre intestin, il faut vraiment le visualiser comme sa meilleure amie et se dire, en fait, ok, qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Si ta meilleure amie, elle va pas bien, t'as de l'empathie, tu vas pas aller bien. Et ben, l'intestin, le cerveau, c'est exactement la même chose. L'intestin peut pas être bien si le cerveau il est pas là. Et si on donne des choses qui sont pas forcément très nutritives, qui entretiennent pas notre beau château, notre Game of Thrones pour avoir de bonnes bactéries et pas des mauvaises bactéries qui font la misère aux autres, et ben en fait on va avoir du brouillard mental, dépression, problème d'écoute active. On va se sentir dans une soirée, mais en fait on se sent pas là. On n'est pas complètement présente et opérationnelle avec ses proches, avec ses enfants. On a envie d'être seul. Ça peut aussi venir du microbiote. Tout est en lien. Alors, comment on sait quand on a un microbiote qui est déséquilibré? Généralement, on va parler de la dysbiose. La dysbiose intestinale, c'est quand on a un dérèglement du château fort qui fait qu'on a plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries dans notre château fort. Donc, les symptômes, ils sont multiples. Ça va de tout ce qui va être maladie inflammatoire, mais pas que directement digestive. Ça peut aussi jouer sur les troubles de la thyroïde, le diabète, tout ce qui est problèmes métaboliques, problèmes hormonaux. Il y a un vrai lien avec, par exemple, le SOPK chez la femme avec le microbiote. La thyroïde, pareil, tout ce qui est hypothyroïdie, on fait toujours des accompagnements microbiote. Diabète, on voit une vraie corrélation, études PubMed qui le prouvent. Ils ont tous un microbiote qui est déséquilibré. Donc en fait, tout est toujours en lien avec le microbiote. Donc c'est pour ça que quand on a un microbiote déséquilibré, c'est pas forcément parce qu'on a des ballonnements, des flatulences, une constipation, une diarrhée. Ça peut venir d'intolérance alimentaire très forte, eczéma, psoriasis, problème de peau. Ça peut venir de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner avec des médecins qui s'y connaissent. Quand on sent qu'il y a quand même de l'émotionnel. C'est-à-dire que si vraiment on voit que dans le cadre de notre vie, bon, on a un parcours classique, ça va, etc. On sent que bon, ok, c'est l'hygiène de vie. On va pouvoir travailler ça avec des spécialistes parce que j'ai tel ou tel symptôme. Mais par contre, quand on a vraiment quelque chose de global, comme par exemple, pour moi, le syndrome de l'intestin irritable, faut vraiment avoir quelqu'un qui soit spécialisé dans le microbiote et qui nous écoute. Parce que c'est pas parce qu'on nous dit, oui, bon, on a compris, vous êtes restés rentrés chez vous. Non, c'est pas ce qu'on a besoin. Et en fait, des fois, on se rend compte que beaucoup dans le microbiote, on peut se gaver de compléments, et parce que les personnes attendent le remède miracle pour remettre le microbiote d'aplomb, j'ai une dysbiose, comment on fait pour vaincre, parce qu'ils vont se gaver de compléments. En fait, la chose la plus importante, c'est comment tu prends soin de ta santé mentale, en fait. Moi, je connais plein de gens qui ont une super santé mentale, qui mangent moins bien, et bien ils sont en meilleure santé que des gens qui vont avoir des assiettes multicolores, qui vont boire, qui vont faire du sport, mais qu'en fait, leur santé mentale, ils sont hyper stressés. Ben, quelqu'un qui est
plutôt pisse et qui va peut-être moins se prendre la tête avec l'alimentation, mais j'ai franchement strictement rien à voir. Et on le sait, le stress et l'anxiété, c'est le mal du siècle. C'est le déclencheur des maladies de civilisation. On le sait. Le diabète type 1, toujours choc émotionnel. Donc pourquoi il y a un lien avec le microbiote? Parce qu'il y a toujours un choc émotionnel. Pour tout ce qui est en lien avec le microbiote, demandez à quelqu'un son parcours. Il n'y aura jamais, super enfance, j'ai grandi, c'est super bien passé. Ben écoute, là je me suis mariée, ça fait 35 ans que je suis mariée, mes enfants sont super, pas de crise d'ado, tout se passe bien, mes études, mais sans aucun problème. Donc en fait, ce qui fait, c'est qu'on a tous des expériences, on a tous des vécus. Donc, il y a un vrai rôle à jouer sur santé microbiote, santé mentale et microbiote. C'est sûr, certain. Et tu as des petits conseils à donner, par exemple, pour le microbiote? Qu'est-ce que, après tout ce que tu as dit, mais des trucs plus précis, par exemple, des maladies inflammatoires, comme tu as écrit dans ce bouquin, justement, sur anti-inflammatoire? Ouais. Avec le livre anti-inflammatoire, donc déjà avec ces recettes Kitchen Therapy aux éditions Solar que j'ai fait, ça peut aider à désinflammer toutes les pathologies inflammatoires. Parce qu'en fait, on revient à l'alimentation de nos besoins avec les protéines, moins d'alimentation ultra transformée, moins d'inflammation au niveau intestinal, au niveau des articulations, au niveau des hormones, parce que bon, tout est lié. Et le microbiote, ça peut paraître bête, mais on va pas directement prendre des compléments pour travailler. Moi, je dirais, il faudrait vraiment avoir une bonne alimentation avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps par jour. Varier ses protes, arrêter la viande tous les jours, arrêter les œufs tous les jours, varier. On peut faire du végétal, on peut faire un jour viande, on peut faire un jour poisson, reprendre le plaisir à manger. Que ce soit pas je mange parce que j'ai besoin de manger. Régalez-vous. Faites-vous des trucs un peu sympas. Ça dure pas 3h30 pour se régaler. Franchement, il y a des recettes. Moi, j'en fais beaucoup sur mon compte Instagram. Franchement, ça dure 20 minutes à tout casser. Et on a les protéines. Donc, premier, protéines. Deuxième, bon gras. Comme on le sait, ça booste les hormones. Donc, ça va pas avoir une action directe sur l'intestin. Ça va agir sur les hormones et notre cerveau numéro 1, qui va jouer sur notre microbiote. Parce que si on a les hormones dans les chaussettes, ben, le microbiote, il est dans les chaussettes aussi. Donc, en fait, on va aller chercher les nutriments ailleurs pour que les autres usines autour, elles fonctionnent bien. Du coup, Donc, le gras, par exemple, c'est quoi? Du beurre, de la crème fraîche? on va parler beaucoup des oméga 3. Donc, dans la famille des oméga 3, les acides gras, on va avoir les EPA et les DHA. C'est la grosse famille des oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, qui travaillent sur la vision, l'alimentation préférée de notre cerveau, c'est le gras. Il est vraiment nourri par les EPA, DHA qu'on va retrouver dans tout ce qui est, j'aime pas dire bon gras, mauvais gras, parce je t'explique pourquoi après. Si on va retrouver dans, je sais pas moi, l'huile d'olive, l'huile de chanvre, l'huile de coco, le ghee, qui est un beurre sans lactose. On va retrouver dans l'avocat, les noix, les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de chanvre. On va retrouver Le thon. maquereau, thon, saumon, tous les poissons gras, les œufs. Ça, c'est, on va dire, j'aime pas dire ça, le bon gras. Parce qu'en fait, le mauvais gras, il nous en faut aussi. C'est-à-dire que si on va chez le boucher, moi je mange pas de viande, mais moi je recommande toujours de manger la charcuterie du boucher, pas sous plastique avec des bulles d'eau où il y a du nitrite à l'intérieur. Une bonne charcuterie au boucher, une bonne viande au boucher, un bon produit laitier chez le fromager où l'animal il a vraiment été élevé en plein air, vraiment brouté de l'herbe pour qu'on profite des bienfaits escomptés du produit laitier en question. Ça, on appelle ça le mauvais gras et du coup, dès qu'on a du cholestérol, les gens l'arrêtent. Pour moi, c'est faux, en fait. En fait, il vaut mieux moins, mais de bonne qualité. Exactement. Et ça revient dans la fourchette des prix, ça revient au même. Ça revient totalement au même. On ne digérera pas un steak qu'on achète viteuf à côté au supermarché que steak du boucher où on sait où on a acheté la viande. Faites le test, ça n'a strictement rien à voir sur la digestion parce que l'animal n'a pas été dans ces conditions-là. En fait, il faut pas oublier que nous, êtres humains, on est des animaux. On se reproduit de la même manière. On a un système hormonal comme les animaux. On a des besoins que si on mange pas, on meurt en fait. Si on boit pas, on meurt aussi. C'est vraiment un même combat. Donc, si on part de ce principe-là, l'animal, nous, quand on mange, on a des peurs, on a des émotions. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça libère des toxines. Si un animal a peur, souffre, ça libère des toxines. Ça veut dire que on va manger, la souffrance d'un animal tourne-retourne,
c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir conscience de plus l'animal a été élevé dans un bon élevage, a eu une alimentation primaire, c'est-à-dire juste manger de l'herbe en fait, parce que c'est des herbivores. Sauf que de nos jours, l'industrie, en fait, on va retrouver dans l'industrie de l'alimentation, par exemple pour tout ce qui est bovin, du blé, du soja, du maïs, des OGM. Ils sont pas faits pour manger ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans les céréales? On a des glucides et ça va rajouter des choses différentes dans l'alimentation parce que du coup, vu qu'ils s'apportent des choses différentes, nous, ça va nous apporter des choses différentes. Et si un animal n'a pas brouté de l'herbe, on n'a pas de B12. Parce qu'en fait, on dit toujours qu'il faut manger de la viande pour avoir de la B12, sinon on est carencé, etc. Moi, j'ai des accompagnants, c'est pas des végétariens qui sont carencés en B12, c'est des gens qui mangent de la viande au quotidien. Pourquoi? Parce que si l'animal n'a pas mangé de l'herbe, l'animal ne va pas créer des vitamines et des minéraux, en fait. Il est comme nous. Si nous, on n'en crée pas, eux non plus. Donc, faut vraiment, et pareil avec les produits laitiers. Quand on a une femme enceinte, on fait attention, comme le lait, on va dire, sur le feu, justement, ce qu'elle va manger. On peut pas manger ça, bois pas ci, bois pas ça, fais attention, ça, hyper dangereux, etc. Et nous, on sait même pas ce que l'animal a mangé, et on va manger des produits laitiers. C'est exactement pareil. Ça veut dire que s'il n'a pas mangé son alimentation, qu'il doit théoriquement manger, qu'il a eu des supplémentations parce qu'il n'a pas vu le soleil, parce qu'il a eu des antibiotiques, parce qu'il est tombé malade, produit laitier, c'est le même combat. Donc c'est pour ça qu'il vaut peut-être moins à manger, se faire des plus petits plateaux au lieu d'en prendre 6-7 qu'on peut trouver dans les frigos. On en prend moins, mais par contre on sait que la chèvre, elle a vraiment brouté de l'herbe et son lait va avoir les vrais bienfaits escomptés, qu'on peut voir le bon calcium, la bonne B12, etc. Parce que sinon, ça peut pas inventer la B12. S'il n'a pas brouté l'herbe qu'on retrouve essentiellement dans la terre et dans l'herbe, il n'y a pas de B12. C'est entièrement faux. Ouais, mais ça c'est hyper important et je pense notamment à tous les parents qui se disent faut absolument que je lui donne de la viande mais si tu donnes de la mauvaise viande, effectivement, on part pas avec les bons. On donne moins, mais mieux. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a l'OMS qui signale qu'il faut pas dépasser 500 grammes par adulte de viande par semaine. Les 500, du coup, ça réduit parce que de plus en plus, on mange quand même moins de viande. Il faut absolument déjà de les remplacer par autre chose. Surtout ne pas rester avec un repas sans protéines parce que là c'est catastrophique. Mais on peut le remplacer par d'autres choses, passer aux poissons, aux œufs, aux céréales complètes avec les légumineuses pour avoir les bonnes protéines parce que est-ce que tout ce qui est lentilles et tout, quinoa et tout, c'est de la protéine? Voilà, c'est la protéine. Il faut toujours associer légumineuses et céréales ensemble pour avoir les 22 acides aminés pour bien rentrer dans le système hormonal et dans nos muscles. Il faut vraiment les 22 acides aminés comme il y a dans la viande, le poisson, les œufs, le tofu et le tempeh. Dans les céréales, il n'y en a que 9, les légumineuses, il n'y en a que 11. C'est pour ça qu'on a de très mauvais exemples chez les végétariens. Moi-même, je mange pas de viande, donc je sais ce que c'est, je blâme pas. Mais il y a un vrai permis de végétarien à avoir parce qu'on peut que avoir des carences si on ne sait pas comment bien manger en étant végétarien. Parce que normalement, on est omnivore. Donc, on peut très bien arrêter de manger la viande, mais il faut se renseigner et s'éduquer. Il faut pas rester juste manger des lentilles en pensant que ça va nous apporter du fer et des protéines. C'est archi faux. C'est archi faux. Et du coup, on devient végétarien, on a l'impression qu'on va être en meilleure santé parce que ça fait plus celle-ci. Pas du tout. Parce que alors là, moi, j'ai beaucoup de végétariens et en fait, on a des troubles métaboliques, des troubles hormonaux, des problèmes digestifs. Je comprends pas. Pourtant, j'ai arrêté la viande, ça m'a l'air un peu plus sain. Pas forcément. Donc du coup, on en a parlé de l'almanach. Et est-ce que tu as une petite recette pour le mois de novembre à nous confier? Petite recette gourmande, boisson. On a parlé des lattés. Moi, j'adore les lattés bienfaisants. J'appelle ça les lattés bienfaisants parce que je trouve que c'est un moyen ludique de pouvoir s'apporter des bienfaits à l'organisme. En plus, c'est bon. Et c'est vrai que le golden latte, le lait d'or, qui est d'origine indienne. C'est un lait qui est anti-inflammatoire, qui est très bon, autant pour le microbiote, pour les inflammations, pour les arthroses, pour la ménope, pour le système hormonal, SOPK, etc. C'est très très cool parce qu'on va retrouver dedans donc toujours lait végétal. Comme ça, on n'a pas d'intolérance ou quoi que ce soit. On reste sur un bon petit lait végétal, amande ou coco. À l'intérieur, on va rajouter de l'huile de coco pour rester
Dans la recette traditionnelle indienne, pareil. On va rajouter curcuma anti-inflammatoire, gingembre hyper important avec le curcuma parce que c'est grâce au gingembre qu'on va bien assimiler la curcumine, l'actif du curcuma. Moi, je ramène la cannelle à l'intérieur de ma recette. Alors, c'est pas tout le monde qui le fait, mais la cannelle, c'est un régulateur glycémique, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être cool de jouer aussi sur son insuline. Ça régule la glycémie, ça évite les fringales, ça évite les ballonnements, etc. Il y a de vraies vertus avec la cannelle. Moi, j'aime beaucoup. Et si on veut quelque chose, une petite touche sucrée un petit peu gourmande, on peut rajouter du sucre de coco, qui a quand même un indice glycémique plus bas que les sucres industriels. Et comme ça, on reste avec une boisson qui va être riche, gourmande, qui va nous apporter des bienfaits. Et en vrai, pour un petit goûter, ça peut être sympa, quoi. Même pour un petit déj, en accompagnant avec 3 œufs, avec un bon pain, un petit peu de beurre, etc. Moi, je trouve que c'est très cool. Oui, ça, même le matin, s'il y a un peu de sucre, c'est pas grave. Bien sûr, aucun problème. L'essentiel, c'est quand on mange sucré, idéalement, ou qu'on boit sucré, c'est vrai que si on a la petite protéine à côté ou un repas, en fait, notre corps va moins avoir d'impact au niveau de l'insuline si on mange un cookie ou une boisson extrêmement sucrée seule, où il y a rien qui va déguiser le sucre et du coup, ça va créer un pic de glucose dans notre sang. Pic insuline, que si on mange ou qu'on boit une boisson comme un chai latte ou un golden latte sucré avec un petit déjeuner riche en protéines, en bons gras, avec 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, donc vraiment ce qu'on a besoin au niveau des protéines, et quand bien même on a mangé assez de protéines à midi, une petite entrée avec des crudités, vinaigre de cidre, huile d'olive et un dessert, je sais pas moi, un petit gâteau avec un café ou un thé, etc., c'est pas ça qui fait grossir. C'est de prendre le sucre seul qui va poser un petit peu problème au niveau de l'insuline et du glucose, mais votre estomac, lui, va faire le calcul de tout ce qu'il a ingéré au moment du repas. Donc, si vous avez mangé équilibré et que vous craquez pour un cookie et du chocolat trempé dans le café, c'est pas quelque chose qui va poser problème si vous avez mangé, je vous dis n'importe quoi, je sais pas moi, un bon poulet rôti avec des haricots verts persillés, avec un petit beurre fondu par-dessus, une purée de patates douces, une entrée avec des carottes râpées, avec des noix, vinaigre de cidre, etc. C'est pas les 3 carrés de chocolat noir ou un cookie avec le café en fin de repas qui vont poser problème. Absolument pas. Et souvent, on dit que même dans les régimes, plus on mange des fois et plus on n'est pas forcément obligé de... C'est pas parce qu'on a... c'est évidemment, si on ne mange plus rien, parce qu'on a fait quand même pas mal d'émissions sur justement les troubles alimentaires, forcément on va maigrir. Mais quand on fait des régimes, on n'est pas forcément obligé de maigrir si on mange sainement, mais on peut aussi manger plus et en fait réguler son poids. Moi, j'ai plus des accompagnants que j'ai en consultation, beaucoup dans le sport, où on perd du poids parce qu'on mange plus. Parce que le corps, lui, il va essayer de calculer le fait que, ok, on est en sous-calories, je suis en train de crever de faim, faisons des réserves. Parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur, parce que eux, c'est des organes, donc ils ont pas la notion de ce qui se passe. Donc, on va créer des réserves, et c'est là où on a l'effet yo-yo, où je comprends pas. Moins je mange et plus je grossis, je gonfle, je fais la rétention d'eau, je suis pleine d'eau, je comprends pas. Parce que le corps, en fait, il vous protège. Il se dit, mais enfin, attends, on boit plus, y a plus à manger, on se tape une soupe par jour de choux, ça sort d'où? Ok, on va rétentionner parce que y a la guerre, en fait. On est en post-guerre. Donc, faisons attention. Donc, plus on va donner les nutriments, au quotidien, le corps ne va pas stocker parce qu'il sait que vous donnez les nutriments et les macronutriments qu'il a besoin chaque jour. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je prends du poids. C'est parce que le corps, il métabolise pas de la bonne manière. Peut-être qu'il y a une alimentation qui lui convient pas. Du coup, ça dérègle les hormones. Donc, ça fait une réaction. Mais attention, c'est pas parce qu'on est en en sous-alimentation qu'on va maigrir. Moi, franchement, je le vois. Et on l'effet yo-yo, garanti. Parce qu'enfin, quand on ouvre les vannes, c'est là où le corps va se dire, ah, ça y est, vite, récupérons tout ce qui se passe. Oh là là, elle mange plus, vite, vite, vite. On va garder parce qu'autant il y a la guerre qui va revenir. Donc, faisons des réserves. Et combien on met de temps pour réguler tout ça? Propre à chacun. Et des personnes, c'est très, très long. Il y a des métabolismes qui sont plus lents. Donc ça, il faut voir aussi au niveau des hormones. Il y a des métabolismes qui sont très rapides, où on peut voir un changement en 15 jours. Il y en a, ça peut être sur des mois. Mais il faut comprendre que l'être humain, comme le microbiote, et ça a vraiment une empreinte digitale propre à soi, un corps est propre à soi, soyez doux envers vous, parce que plus vous êtes dur, plus vous allez vous fouetter, plus le corps il va dire « Ah ouais, t'es pas sympa? Eh ben vas-y, tout seul là, vas-y, va galérer tout seul. » Eh ben non,
En fait, c'est pour ça qu'il faut être doux, faut travailler en équipe, faut vraiment s'accompagner dans la globalité, parce que s'il veut, mais il a pas envie de vous avancer, en fait. On met pas la carotte devant l'âne. À quoi bon? Pourquoi faire? T'as envie que je perde du poids? Pourquoi? Ça va m'apporter quoi, moi? Rien du tout. Donc, t'auras pas ce que tu veux. Donc, c'est une dualité qu'il y a. Donc, vraiment, meilleur ami, main dans la main, corps et esprit. Qu'est-ce que je m'apporte pour être en symbiose, pour être en bonne santé? Trop bien, on va prendre un rendez-vous, je crois. En tout cas, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, prenez soin de vous, quoi. Prenez soin de vous, c'est important. Vous pouvez pas demander à votre corps de rouler comme vous avez envie, sans vous lui apporter ce que lui, il a besoin. Soyez doux envers vous-même. La naturopathie, c'est cool. C'est pas dans la frustration, on n'est pas là en train de se gaver de jus, de choucroute, de soupe de choux, c'est entièrement faux. Vous faites peut-être de la naturopathie sans même le savoir. Moi, je suis là vraiment avec tous les naturopathes, justement pour décrasser tout ça. On est dans l'innovation, il faut vivre avec son temps. Il y a les enjeux qui sont colossaux de prendre soin de soi, parce que vous en parlez beaucoup, santé mentale, le microbiote, ça tout le monde en parle, etc. C'est important, même autant pour soi, mais pour les générations futures aussi, parce que plus on tombe malade, plus ces générations vont être encore plus malades aussi, parce que on peut pas faire des enfants en bonne santé si nous-mêmes on n'est pas en bonne santé. Donc rien qu'en conception, il faut être à fond microbiote, bon système immunitaire, bon système hormonal, je suis pas en carence, etc. pour être bon, pour que nos générations du futur, elles défoncent tout et qu'elles soient en forme et qu'elles fassent encore plus bouger les choses, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal qui font bouger les choses. On compte beaucoup sur eux. C'est vrai que cette génération-là, mais voilà, je pense que tout le monde est capable. On n'a pas besoin d'avoir des études de naturopathie pour mettre des choses en application, comme je dis depuis tout à l'heure. Franchement, petit déj salé, petit golden latte, marcher un petit peu, s'étirer. Enfin, on reste sur des trucs qui sont vachement abordables. Et vraiment, j'essaie au maximum de motiver tous les auditeurs pour essayer de mettre le pied à l'étrier et de prendre soin d'eux, parce que hyper important. On est la personne la plus importante de sa vie. Sans nous, rien n'est possible. Merci pour tous ces conseils. Ouais, merci beaucoup, Julie. C'était Merci passionnant. à vous, les filles. Et puis, à la semaine prochaine. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.